Mesdames et messieurs, bonjour, ici Vincent Aurénana-Pepin. Cette semaine, à votre bulletin de nouvelles TVCL, nous plongerons dans toute l'actualité du territoire des Laurentides. Et nous commençons avec la ville de Mont-Tremblant qui est heureuse de convier ses résidents à une activité d'initiation au pickleball le samedi 25 mai prochain de 13h à 17h en collaboration avec l'Association de pickleball des Hautes-Laurentides au pôle sportif de Mont-Laurier. Il s'agit d'une activité gratuite destinée à tous ceux et celles qui aimeraient découvrir ce sport. Le pickleball ou tennis léger est un sport de raquette pratiqué en intérieur ou en extérieur pendant lequel 2 joueurs ou 4 joueurs frappent une balle en plastique creuse perforée au-dessus d'un filet de 36 pouces de haut à l'aide d'une raquette à face pleine. L'horaire de la journée est donc le suivant. De 13h à 16h, il y aura initiation au pickleball par l'Association de pickleball des Hautes-Laurentides. Et de 16h à 17h, il y aura match de pickleball des joueurs de l'Association de pickleball des Hautes-Laurentides. Apportez vos espadrilles, vos vêtements de sport et bouteilles d'eau et allez découvrir ce beau sport sur les terrains récemment aménagés du pôle sportif du centre-ville. Sur place, vous aurez accès à un bloc sanitaire ainsi qu'à un abreuvoir pour remplir vos bouteilles d'eau. En cas de pluie, l'activité sera remise au dimanche 26 mai. Pour débuter la saison des croque-livres, les bibliothèques de Mont-Laurier sont fiers de remplir ces petites boîtes de livres à partager. Cet été, la ville invite les petits à découvrir les croque-livres, à profiter du plaisir de la lecture et à partager leurs livres avec d'autres amis. Adoptés et pris en charge par les citoyens, les croque-livres sont des boîtes de partage de livres destinées aux enfants âgés de 0 à 12 ans. Le fonctionnement est bien simple. Vous prenez un livre et vous le rapportez après l'avoir lu. Vous pouvez aussi partager vos lectures favorites en les déposant dans le croque-livre afin que d'autres puissent profiter à leur tour. Les croque-livres ont été décorés en 2022 lors d'un atelier pour les enfants de moins de 5 ans à Mont-Laurier. À l'heure actuelle, il en existe 5 dans la ville de Mont-Laurier. Sur la rue Toussaint-la-Chapelle, sur la rue des Canotiers, à la plage Lac-des-Sources, sur la rue des Voisins et sur la rue Ernest-Léonard. Un 6e verra bientôt le jour à Val-Limoges. Pour en savoir davantage sur les croque-livres et pour les localités près de chez vous, visitez le site web croquelivre avec un s.ca. La ville de Mont-Laurier est très fière d'avoir procédé au dévoilement de sa programmation estivale. En grande ouverture cet été, le jeudi 20 juin prochain, Fred's offrira le premier concert au parc Toussaint-la-Chapelle. Un 5 à 7 sera également animé par l'équipe de CFLO au parc en amont de la prestation de l'artiste. Pour terminer la soirée, DJ Tizzy fera également bouger la foule. Encore une fois, cette année, la Maison des Jeunes et la microbrasserie du Lièvre seront présentes sur le site lors des concerts du parc. Rappelons que l'ensemble de ces festivités sont gratuites et accessibles pour toute la famille. Le jeudi 4 juillet prochain, dès 19h30, la ville accueillera Laurence Saint-Martin, qui offrira une prestation musicale proposant une musique de style country. Anthony Godet sera également en spectacle le jeudi 18 juillet pour faire découvrir son style rock-pop au public. Ensuite, le duo Rose sera la vedette des concerts du parc le jeudi 1er août pour finalement terminer avec l'artiste connu Damien Robitaille qui vous fera certainement danser lors de cette dernière prestation des concerts du parc. À la suite de la prestation de Damien Robitaille, le DJ Félix B. Desfossés assurera la fin de la soirée. Le concours des banquettes VIP de la radio de CFLO est également de retour cette année. Si vous désirez remporter l'une des banquettes VIP pour être aux premières loges des concerts du parc, suivez les actualités Facebook de la ville de Mont-Laurier afin d'y participer. Les gagnants seront annoncés à la radio de CFLO le mardi précédant le concert. Amateurs de cinéma, les jeudis Cinépop seront présentés au parc Toussaint-la-Chapelle en alternance avec les concerts du parc à compter du 11 juillet prochain. Encore une fois, cette année, apportez vos couvertures et passez un beau moment cinéma plein air en famille. La Maison des Jeunes sera également présente pour vendre des bonbons et du popcorn au profit de l'organisme. Pour connaître la programmation complète, visitez la section événements du site Internet de la ville dès maintenant. Dès le 2 juillet prochain à 19h, le parc Toussaint-la-Chapelle laissera place au mardi J'anime ma ville. Tous les mardis de l'été, les citoyens auront la chance de découvrir et de s'initier à différents types d'arts, dont la magie, le théâtre, le slackline, le BMX aérien, le saxophone et bien plus encore.
Ces activités sont offertes gratuitement et émerveilleront les adultes comme les enfants. Bien d'autres activités sont également prévues. Vous pouvez en prendre connaissance sur le site web de la ville de Mont-Laurier. En attendant la construction de la nouvelle bibliothèque de Mont-Laurier, la Ville désire informer les citoyens de la réouverture des 3 succursales depuis le 6 mai dernier. Pendant la réalisation des travaux, la Bibliothèque des Ruisseaux sera la succursale centrale pour les utilisateurs. Les usagers pourront profiter de l'horaire bonifié pour accéder à la majorité des collections et aux mêmes services connus tels que les prêts et retours de documents, l'aide aux lecteurs, des postes Internet, des tables de travail, de l'animation et des activités. La Ville invite les citoyens à redécouvrir cette belle succursale réaménagée et située tout près de la plage du lac des Sources. Une bibliothèque satellite sera notamment disponible au centre-ville de Mont-Laurier, au 532 rue de la Madone, pour faciliter l'accès aux transactions de prêt, à la récupération des réservations mises de côté et au retour des documents. Quelques services seront disponibles sur place, dont l'accès à une partie des collections et à des postes Internet. Après un grand ménage des collections, la succursale de Val-Limoges offrira également une belle variété de livres et de nouveautés aux usagers. Les citoyens qui ont emprunté des documents avant la fermeture de la bibliothèque auront jusqu'au 1er juin pour retourner les documents et ce, sans pénalité. La Ville de Mont-Laurier est heureuse de convier ses nouveaux résidents à une activité café-causerie le samedi 8 juin prochain de 9h à 11h à l'Hôtel de Ville. En présence des membres du conseil municipal, les participants auront ainsi la chance de découvrir les nombreux services. Dans le cadre de la planification stratégique 2023-2025, le développement d'outils d'accueil des nouveaux citoyens demeure l'une des actions à poursuivre et à bonifier au cours des prochaines années. À la suite de la publication du guide du nouveau citoyen l'année dernière, le conseil municipal propose désormais un café-causerie afin de rencontrer les résidents et de mieux les informer quant aux services offerts sur le territoire. Rappelons que le guide du nouveau citoyen est disponible à la Bibliothèque de Mont-Laurier et en version numérique au ville-montlaurier.qc.ca. La Ville de Mont-Laurier a le plaisir de vous convier à une pièce de théâtre gratuite le 7 juin prochain dès 19h à l'espace théâtre Munispec Mont-Laurier. Il s'agit de la pièce de théâtre Droit au but du théâtre parmi nous qui est destinée à sensibiliser les adolescents et les adultes aux violences subtiles. Ce projet est rendu possible grâce à l'entente de développement culturel de la Ville de Mont-Laurier et du ministère de la Culture et des Communications. La pièce sera suivie d'une discussion avec les artistes afin d'approfondir le sujet. Si vous aimeriez alimenter cette future discussion, sachez que vous avez jusqu'au 30 mai pour soumettre vos questions à adresser aux artistes par courriel à eramsey@ville-montlaurier.qc.ca. La Ville de Mont-Laurier invite les citoyens à aller assister en grand nombre à cette pièce engagée qui permet une prise de conscience sur l'importance de lutter contre la violence conjugale. Aucune réservation de billets n'est requise, il ne vous suffit que de vous présenter à la porte le jour de l'événement. Premier arrivé par contre, premiers assis. La Ville de Mont-Laurier est heureuse d'entamer officiellement la saison des travaux 2024. Au total, près de 6,3 millions de dollars seront investis dans les différentes infrastructures de rues, de chemins et de trottoirs, sans oublier des investissements qui iront bonifier l'offre de services en matière de culture et de loisirs en permettant ainsi de poursuivre le plan stratégique 2019-2025. En plus de proposer un lieu accueillant et accessible, la nouvelle bibliothèque de Mont-Laurier permettra également de grandes possibilités sur l'enrichissement collectif et l'éducation continue. La nouvelle bibliothèque offrira une expérience et des services totalement repensés à ses usagers et ses visiteurs. Ce projet de 13,2 millions de dollars est possible par l'entremise de diverses subventions, notamment via le programme d'aide au développement des infrastructures culturelles du gouvernement du Québec et du Canada et le programme Innovation en construction bois du gouvernement du Québec, un surplus affecté ainsi qu'un emprunt de la Ville. La construction de la nouvelle rue Dr. Yvan Marcotte dans le secteur des avenues est prévue afin de faciliter l'accès aux nouveaux logements récemment construits et à poursuivre le développement immobilier. Ces travaux s'échelonneront sur une période d'environ 5 semaines, pendant lesquelles la construction de la structure de rue et de bordure sera effectuée en plus de l'asphaltage de la chaussée. Ce projet représente un investissement de près de 800 000 $ dans le cadre d'une entente promoteur où le promoteur assume 60 % des coûts des travaux.
De plus, la construction d'une nouvelle rue menant jusqu'au lac Thibault sera également déployée afin de supporter le projet de construction du chalet du centre de plein air Mont-Laurier et d'éventuels projets de développement commercial et résidentiel. La réfection de la rue Charles entre la rue de la Madone et le boulevard Albini-Paquette est notamment prévue au cours de l'été, ainsi que la réfection de la rue Mercier au centre-ville. La reconfiguration de l'intersection des rues Chasles et Mercier sera également effectuée lors de ces travaux, en plus de l'asphaltage de la chaussée et des trottoirs. Ces travaux poursuivront la revitalisation du centre-ville, représentant un investissement de près de 700 000 $. Suivant plusieurs problèmes d'érosion du sol, des travaux majeurs doivent être entrepris pour changer la structure complète du ponceau de 10 mètres de diamètre sur la rue Godard. Un investissement de plus de 1 million de $, financé en grande partie avec une aide financière du programme d'aide à la voirie locale pour le secteur autodrome. Avec une aide financière du programme d'aide à la voirie locale. Du côté du secteur de l'autodrome, les travaux consistent à réaliser la dernière phase du secteur de l'autodrome par la réfection de 2 tronçons de rue, soit la rue Yvonne Vanier et la rue des Joncs. Le secteur de l'autodrome aura donc été remis à neuf au cours des 5 dernières années. Pour le secteur de l'hôpital, la 3e phase de réfection des rues de ce secteur se poursuit avec la réalisation d'un autre tronçon de rue de la rue de l'Éliante. Au total, la mise à niveau de ce secteur est échelonnée sur une période approximative de 10 phases, qui représente plus de 3 millions de $ en investissement au cours des prochaines années. En milieu rural, l'obtention de 2 aides financières totalisant un peu plus de 2 millions de $ par le biais du programme d'aide à la voirie locale permettra la réfection de plusieurs tronçons de chemin sur la route Eugène-Trinquier, le chemin Tour du Lac des Îles, le chemin Adolphe Chapelot, afin d'appuyer la réalisation de son plan stratégique 2019-2025 et ainsi poursuivre ses efforts pour offrir un milieu de vie plus accueillant et de qualité à ses citoyens. Près de 300 000 $ seront investis pour la continuité de la seconde phase du plan cyclable urbain et l'aménagement de la piste cyclable au pôle sportif se poursuivra afin de faciliter les déplacements pour les usagers entre les différents plateaux sportifs. Dans le cadre du budget participatif citoyen, une portion du sentier intergénérationnel André-Bolduc, à l'arrière de l'Hôtel de Ville, sera notamment illuminée à compter de cet été. Ce projet a cumulé le plus de votes auprès des citoyens dans le cadre de la 4e édition du budget participatif citoyen. Le conseil municipal avait réservé un montant de 30 000 $ cette année pour la réalisation d'un projet déposé par un citoyen. En terminant, la 3e phase de déploiement du plan directeur des parcs se poursuit avec la réfection et la mise à niveau des parcs des Terrasses et de la Colline. Revenez-nous après la pause. À l'écoute des besoins de la communauté d'Argenteuil et dans l'objectif de favoriser la gestion de proximité, le CI3S de Laurentides est heureux d'annoncer la nomination d'un gestionnaire responsable du secteur d'Argenteuil. M. Sébastien Decoste assurera cette fonction dès le 21 mai prochain. M. Decoste œuvre au CI3S de Laurentides depuis près de 5 ans et occupe actuellement les fonctions de chef de service aux installations matérielles, au fonctionnement et à l'entretien des terrains au Centre multiservices de santé et de services sociaux d'Argenteuil. Il ajoutera ainsi à ses fonctions le rôle de gestionnaire responsable du secteur d'Argenteuil. Dans ce cadre, il aura le mandat important d'assurer et de favoriser les liens entre les divers acteurs de la région, tous soucieux d'offrir des soins et services de proximité à la population. Mme Julie Delaney, présidente directrice générale du CI3S de Laurentides, est particulièrement heureuse de cette nomination. Elle mentionne que le CI3S a entendu les préoccupations de ses partenaires de la région et que l'ajout de ces nouvelles fonctions émerge d'ailleurs des collaborations avec eux. Le comité des usagers du Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides a eu le privilège d'accueillir la troupe de théâtre La Belle Gang pour la représentation de leur pièce de théâtre sur la maltraitance envers les personnes âgées. L'événement s'est déroulé le 4 mai dernier au Golfe Royal Laurentien à Mont-Blanc. Intitulé « Faudrait pas prendre grand-mère pour une dinde et grand-père pour son dindon », cette pièce offre une perspective unique sur un sujet tabou. Mêlant subtilement humour et sensibilisation, La Belle Gang a su captiver l'audience présente lors de cette première représentation. L'échange avec le public après la représentation s'est avéré aussi intéressant que la pièce elle-même. Les spectateurs ont eu l'opportunité d'exprimer leurs réflexions, leur expérience personnelle et leurs questions, créant ainsi un dialogue stimulant et enrichissant.
Rappelons que cette pièce est une initiative du Comité des usagers du CI3S des Laurentides. D'autres présentations auront lieu au cours des prochaines semaines. Pour obtenir plus d'informations sur les lieux et les dates des représentations de la pièce, ainsi que sur les activités du Comité des usagers du CI3S des Laurentides, visitez le site web du CI3S des Laurentides. Le 9 mai dernier à Saint-Jérôme s'est tenue la deuxième édition de la Journée de la mobilisation des connaissances en itinérance dans les Laurentides. Cette journée de réflexion organisée par le CI3S des Laurentides en collaboration avec l'Université du Québec en Outaouais, la Maison Lise Beauchamp et l'organisme Le Trait d'Union Jeunesse s'est déroulée sous le thème « Habiter l'après-pandémie ». Elle a réuni plus de 200 partenaires de la communauté, dont des chercheurs, des professionnels de la santé et des organismes communautaires et publics. Lors de cette seconde édition, différents enjeux propres à la région, dont l'accès au logement abordable et l'évolution et l'augmentation du phénomène, ont pu être adressés. Le rassemblement a également permis de favoriser le partage de connaissances et la collaboration entre les différents partenaires afin de mettre en place des solutions concrètes, d'offrir une réponse adaptée aux besoins et d'améliorer les services offerts aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir dans les Laurentides. Madame Julie Delaney, présidente directrice générale du CI3S des Laurentides, souligne l'importance d'unir les forces dans la lutte au phénomène. Elle mentionne que l'itinérance est au cœur des préoccupations et des actions du CI3S. Elle ajoute que grâce à cette journée de mobilisation, c'est l'ensemble des acteurs de la communauté et des Laurentides qui sont engagés et mobilisés. Une troisième édition de la journée de mobilisation des connaissances en itinérance dans les Laurentides aura lieu en 2025. Pour plus d'informations sur les actions en place pour lutter contre l'itinérance et en apprendre plus sur les ressources disponibles, consultez le site web du CI3S des Laurentides. La ville de Mont-Tremblant souhaite connaître les habitudes de fréquentation de sa population et son degré de satisfaction à l'égard des sentiers et des installations offerts par le réseau de sentiers Mont-Tremblant. Pour ce faire, elle met en ligne un questionnaire lui permettant de recueillir ces informations jusqu'au 21 mai. D'une durée de 8 à 10 minutes, le sondage peut être complété sur le site Internet de la ville à ville-de-mont-tremblant.qc.ca/sondage-sentier. Les données collectées seront traitées et analysées par la firme BC2 Groupe Conseil, mandatée pour la réalisation de l'étude visant à élaborer le plan directeur des sentiers. Celui-ci servira à définir les objectifs et orientations sur le mode de gouvernance, s'assurer de la protection à perpétuité des territoires concernés et d'établir une structure organisationnelle axée sur le développement durable. Pour tout renseignement, vous pouvez écrire à sentier@ville-de-mont-tremblant.qc.ca ou téléphoner au 819-425-8614. À la suite de l'annonce récente de la mise en vente de 2 immeubles emblématiques situés dans le secteur du village, soit le 1850 Chemin du Village, plus communément connu sous le nom de Chalet Charlie, et le 1885-1887 Chemin du Village, au coin de la rue du Couvent, la ville de Mont-Tremblant tient à apporter des précisions sur sa décision qui a suscité des questionnements au sein de la communauté. La vente de 2 immeubles n'exclut pas la volonté municipale de revitaliser le secteur village. La décision de se départir de ces 2 immeubles est le résultat d'une réflexion approfondie sur l'avenir du pôle villageois en matière de développement. Il est apparu à la suite des consultations publiques sur le plan d'aménagement du village que la vision initiale ne correspondait pas aux attentes actuelles. Aucune expansion commerciale ou résidentielle n'est envisagée dans ce secteur. Durant cette période de réflexion, la Ville a investi d'importantes ressources, tant financières qu'humaines, dans la gestion d'immeubles. Par conséquent, bien que la Ville ait le potentiel de gérer ces immeubles, cette responsabilité ne relève pas de sa mission. Elle préfère les vendre à leur juste valeur marchande sur le marché libre. Toutefois, elle aura la possibilité d'examiner les intentions des acheteurs potentiels afin d'assurer une synergie entre les entreprises du secteur village. La Ville poursuit le travail de revitalisation du secteur village en arrière-plan par le biais d'une révision réglementaire qui permettra d'actualiser les usages permis pour garantir un développement harmonieux et durable. D'ailleurs, il est important de souligner que l'usage résidentiel n'y sera autorisé que s'il se fait en mixité avec un usage commercial. De plus, des conditions seront prévues aux actes de vente afin d'exiger l'entretien et la restauration des bâtiments et non leur démolition.
Parallèlement à cette démarche, la Ville a récemment accordé une aide financière à la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant pour lui permettre d'octroyer un mandat à l'organisme Rue Principale, dont le but est de renforcer l'attractivité du centre-ville et du pôle villageois et de produire d'ici la fin de 2025 une stratégie de développement commercial qui assurera la mixité commerciale. La vente des 2 immeubles sera remise entre les mains d'une agence de courtage immobilier sélectionnée par une pige parmi les candidatures ayant répondu à l'appel. La Ville de Mont-Tremblant annonce la signature d'une entente avec le Centre d'action bénévole Laurentide pour soutenir son service de transport dédié aux aînés de Mont-Tremblant. Le Centre d'action bénévole Laurentide offre un service d'accompagnement transport bénévole pour les citoyens âgés de 65 ans et plus, malades ou en perte d'autonomie, qui doivent se déplacer à leurs rendez-vous médicaux dans la région ou hors région. Ce service facilite la mobilité des personnes âgées ayant des limitations ou qui éprouvent des difficultés financières. L'entente qui est entrée en vigueur le 1er mai s'accompagne d'une enveloppe de 20 000 $ qui servira à dédommager les bénévoles en leur remboursant les frais de kilométrage et autres dépenses associées au service d'accompagnement transport. Le maire, M. Luc Brisebois, mentionne que cette entente est le fruit d'un engagement commun de la Ville et du Centre d'action bénévole Laurentide envers le bien-être et la santé de la population plus âgée. Il ajoute que ce service d'accompagnement et de transport pour motif médical est un incontournable dans la région. Pour connaître les modalités et les autres détails sur le service d'accompagnement et de transport, contactez le Centre d'action bénévole Laurentide au 819-425-8433. Mont-Tremblant franchit une étape historique dans sa transition vers une mobilité plus durable avec le lancement de la première ligne de transport en commun alimentée au gaz naturel renouvelable, comprimé aussi appelé GNRC au Québec. Cette réalisation remarquable est le fruit d'une collaboration fructueuse entre la Ville de Mont-Tremblant, le groupe Galant, Énergir et Investissement Québec. Le groupe Galant, avec le soutien du gouvernement du Québec et d'Investissement Québec, a investi plus de 7 millions de dollars dans l'acquisition de 5 autobus Novabus au GNRC et la construction d'une nouvelle station de pompage au GNRC. Cette station, située à Mont-Blanc et connectée au réseau Énergir, assure l'alimentation au GNRC nécessaire aux autobus circulant désormais entre les rues de Mont-Tremblant, dans les rues de Mont-Tremblant. Le GNRC utilisé pour alimenter ces autobus est une énergie renouvelable issue de la biométhanisation, valorisant les matières organiques résiduelles pour la production d'énergie renouvelable. Cette innovation contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir un environnement plus sain de la région. La Ville de Mont-Tremblant, le groupe Galant Énergir et le gouvernement du Québec et Investissement Québec demeurent déterminés à poursuivre leurs efforts en faveur d'une transition énergétique réussie. Cette collaboration exemplaire incarne l'esprit d'innovation et de responsabilité environnementale qui caractérise ses partenaires engagés dans la construction d'un avenir plus durable pour tous. En réponse aux inquiétudes exprimées par certains citoyens concernant les risques que représentent les feux de forêt, la Ville de Mont-Tremblant tient à informer la population des mesures qu'elle met en place pour faire face à cette problématique. Tout d'abord, il est essentiel de souligner que la Ville dispose de plans de mesures d'urgence adaptés à divers scénarios d'urgence pouvant survenir sur son territoire. Ces plans détaillent les responsabilités de chaque service municipal en cas de crise et identifient les actions à entreprendre en fonction de la nature du sinistre. Le service de sécurité incendie de Mont-Tremblant a instauré des mesures préventives pour faire face aux feux de forêt, notamment en actualisant annuellement les compétences des pompiers et pompières dans ce domaine, et ce, avant la période critique. De plus, une étroite coordination est établie entre le service et la SOPFEU. Ainsi, lorsque survient un incendie de broussailles ou de forêt, le service incendie de Mont-Tremblant alerte immédiatement la SOPFEU via la centrale du 911. Un responsable de la SOPFEU entre rapidement en communication avec l'officier responsable du commandement du service pour évaluer les besoins et une équipe de la SOPFEU est dépêchée sur les lieux pour appuyer les efforts du service dans l'extinction de l'incendie. La SOPFEU prend ensuite le relais pour finaliser l'opération, illustrant ainsi une collaboration exemplaire où toutes les ressources sont mobilisées conjointement. Finalement, la caserne 56 à Amherst est équipée d'une remorque spécialisée contenant du matériel permettant d'intervenir sur l'ensemble du territoire en cas de feu de forêt.
Bien qu'ils soient plus souvent perçus comme une source de destruction, les feux de forêt font partie intégrante de la dynamique naturelle des forêts boréales et sont essentiels à leur régénération. Certains conifères, comme le pin gris, requièrent le passage du feu pour que leurs cônes s'ouvrent et libèrent leurs graines. Ainsi, les feux favorisent la libération de certains nutriments dans le sol et la croissance de nouveaux arbres. Cependant, l'augmentation des températures moyennes causées par les changements climatiques favorise l'apparition de feux de forêt d'une ampleur plus grande. Ces incendies peuvent causer problème lorsqu'ils menacent des zones habitées, en particulier dans les jeunes forêts qui manquent de semences pour se régénérer ou lorsque ces feux sont d'une intensité excessive. Devant l'inquiétante accélération des changements climatiques ainsi que l'ampleur sans précédent des feux de forêt à l'échelle du pays en 2023, la Ville de Mont-Tremblant renouvelle son engagement à garantir la sécurité et le bien-être de sa population en renforçant sa préparation face aux risques de feux de forêt et en collaborant étroitement avec des organismes compétents tels que la SOPFEU et les autorités gouvernementales responsables de la sécurité publique. Pour plus d'informations, visitez la page ville-de-monttremblant.qc.ca/incendie-forêt qui offre divers conseils de prévention, des directives pour protéger les individus et les biens, ainsi que des informations sur les mesures à prendre en cas d'évacuation et d'autres outils utiles. Revenez-nous après la pause. Nous sommes maintenant avec Mme Christelle Cornelis et M. Alain Bérubé de la Société d'Alzheimer des Laurentides qui sont avec nous pour parler un petit peu de la maladie, mais également parler d'un événement qu'ils organisent à la fin du mois. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merveilleux. Merci d'être avec nous. Je vais d'abord commencer avec une question pour Mme Cornelis. La maladie d'Alzheimer, on est tous un petit peu au courant de quoi il s'agit, mais si vous pouviez préciser la notion d'Alzheimer pour nous, s'il vous plaît. Dans le fond, c'est des pertes de mémoire à court terme, de la désorganisation. Il y a plusieurs pertes de mémoire. Donc, c'est ça, la personne, dans le fond, désapprend ce qu'elle a appris en grandissant. Donc, on voit les personnes qui peuvent, dans le fond, même arrêter de respirer, donc désapprendre la respiration, désapprendre d'avaler aussi. C'est pour ça que des fois, on dit que les personnes décèdent de la maladie d'Alzheimer. Ce qui est faux, c'est qu'ils décèdent des suites. Donc, la personne, elle oublie de respirer ou elle oublie d'avaler. Mais ça, c'est dans les cas les plus avancés de la maladie. Donc, dans la maladie, il y a 3 formes. Il y a la forme légère, la forme modérée et la forme sévère. Et la personne perd ses capacités de plus en plus, donc dans le fond, puis on sait qu'on peut déceler des signes de la maladie jusqu'à 10 à 20 ans avant, donc les premiers signes de la maladie. J'aimerais préciser un petit peu, s'il vous plaît, désapprendre, parce que je sais ce qu'est oublier un souvenir, ce qui est une perte de mémoire. Donc, oublier quelque chose un souvenir que l'on oublie. Mais là, c'est important de distinguer entre, il y a certaines maladies qui ce sont des afflictions musculaires et c'est pour cette raison-là qu'on ne peut pas avaler ou qu'on ne peut pas marcher ou qu'on ne peut pas faire quelques petites choses. Mais là, désapprendre, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Je ne suis pas certaine. Dans le fond, c'est que la maladie d'Alzheimer, donc si on imagine une ligne de temps, ici, maintenant, puis la naissance, donc la personne, elle va oublier les événements les plus récents. Et plus la maladie va avancer, plus, je vais dire, les oublis vont avancer aussi jusqu'à un moment donné où la personne ne reconnaîtra plus ses proches, ne reconnaîtra plus les aliments, ne pourra plus faire la distinction entre une fourchette et un couteau, ne saura plus comment se brosser les dents. Donc, tout ce qu'on a appris, la personne, elle va l'oublier dans le fond. D'où l'importance de trouver un remède à cette maladie-là, de lever des fonds pour s'adresser à la problématique. Et c'est à cet endroit-ci que M. Bérubé, vous nous parlez de l'événement qui va avoir lieu le 26 mai, je crois. C'est ça, c'est notre principale levée de fonds, la Marche pour l'Alzheimer et gestion de patrimoine, qui se déroule toujours à la fin du mois de mai, donc cette année, le 26 mai. Et cette année, nous aurons 3 endroits où la marche va se tenir. Il y a Mont-Tremblant, évidemment, Saint-Sauveur et Blainville. Et le départ de la marche aux 3 endroits, ça fait à 11 heures. Et ce que je pourrais mentionner également, c'est qu'au niveau du Québec, présentement, on a 170 000 personnes qui sont atteintes de la maladie. Et d'ici 2050, on prévoit que ça va plus que doubler. On sera peut-être rendu à 300
160 000 personnes. Et dans les Laurentides, on a à peu près 10 000 personnes qui sont touchées par cette maladie. Et évidemment, pour l'événement qui s'en vient le 26 mai, on espère atteindre notre objectif qui est de 30 000 $. Et l'an passé, on était à peu près à 24 000 $ qu'on a amassé. Alors, on espère atteindre notre 30 000 $ cette année. Vous avez mentionné 170 000 Québécois qui souffrent de cette maladie-là. C'est un phénomène qui est beaucoup plus répandu qu'on ne le croirait. Oui. Est-ce qu'il y a des symptômes précurseurs qu'on pourrait déceler pour en faire comme l'identification au préalable pour tout de suite interagir ou agir pour prévenir? Qu'est-ce qu'on peut faire en amont? Oui, tout à fait. Mais là, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut faire attention parce que des troubles de mémoire, on peut en avoir à J'en ai tous les jours. C'est ça, à différentes étapes de notre vie pour différentes raisons. Donc, moi, je conseille toujours que si on a la chance d'avoir un médecin de famille, si on a peur d'avoir des troubles de mémoire, on aille voir le médecin de famille ou l'infirmière au GMF, sinon le 8AA option 3. Eux, ils nous font passer une grosse batterie de tests parce qu'il faut savoir que si on fait de l'apnée du sommeil non soignée, si on a un diabète non soigné, si on a une dépression, si on a un déficit d'attention, toutes ces choses-là font en sorte qu'on peut avoir des troubles de mémoire, mais qui ne sont pas nécessairement associés à la maladie d'Alzheimer. Vu qu'on en fait beaucoup plus la promotion à l'heure actuelle, c'est qu'on est beaucoup plus sensible au niveau de la maladie d'Alzheimer. Nous, on reçoit des proches aidants dans notre bureau qui nous disent « Hey, j'ai oublié un rendez-vous, j'ai la maladie d'Alzheimer chez nous. » Non, calmez-vous. Ça peut être le stress qui peut déclencher quelque chose. Tout à fait. Donc, la première étape, c'est d'aller voir son médecin de famille. Il fait, en bon français, un check-up complet. Si tout est beau, à ce moment-là, il va investiguer au niveau des troubles neurocognitifs, des petits tests. Des petits tests de mémoire, dessiner une horloge, compter à l'envers, etc. Et à ce moment-là, il peut regarder s'il y a un trouble neurocognitif. Puis là, s'il doute, à ce moment-là, ils envoient en clinique de gériatrie. Mais si on est à la maison, par exemple, et qu'on remarque qu'il y a des choses qu'on faisait avant puis qu'on ne fait plus maintenant. Donc, il faut savoir qu'une personne, si elle a des troubles de mémoire, depuis le début de sa vie, il va en avoir à la fin. Donc, on compare toujours une personne avec ce qu'elle était avant. Et dans le fond, si on n'arrive plus à faire les activités qu'on faisait avant, nos activités de la vie de tous les jours, là, on peut commencer à se poser des questions. Donc, effectivement, il y a des signes précurseurs. Donc, avoir des problèmes de langage, par exemple. Ne plus savoir qu'on regarde un animal, puis on ne sait plus si c'est un chat ou un chien. Avoir de la difficulté avec les notions abstraites, donc ne plus savoir faire ses comptes ou faire les impôts alors qu'on l'a toujours fait. Des pertes d'orientation, donc on allait tout le temps chercher notre courrier à la boîte à mal, le même trajet, puis on se perd. On a aussi des problèmes de comportement, des problèmes de changement d'humeur qui peuvent arriver. On a aussi la personne qui des objets égarés, donc elle peut ranger, on peut retrouver une chaussure dans le frigo, par exemple. Donc tout ça, ce sont des signes avant-coureurs, mais qui ne veulent pas dire qu'on a nécessairement la maladie. Donc oui, il faut faire un petit peu attention, puis je pense qu'avoir une bonne hygiène de vie, continuer à faire marcher son cerveau parce qu'on sait qu'on a une certaine réserve cognitive. Donc toutes les personnes qui ont fait des hautes études, qui ont stimulé leur cerveau, qui ont une bonne hygiène de vie, partent déjà avec une longueur d'avance. Mais on sait qu'il y a des facteurs de risque et des facteurs de protection aussi. On sait que le premier facteur de risque, c'est l'âge. Malheureusement, on est plus à risque d'avoir des troubles neurocognitifs avec l'âge. Les femmes, on est plus à risque parce qu'on est des femmes. Probablement au niveau des hormones, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Les hommes décèdent plus vite de maladies cardiovasculaires. Donc, ça, c'est des facteurs qu'on ne peut pas modifier. Mais tout ce qui est, comme j'ai dit, cholestérol, diabète, hygiène de vie, ça, c'est des choses qu'on peut modifier. Puis il faut savoir, dans la maladie d'Alzheimer, il y a deux formes. Il y a la forme génétique qui est beaucoup plus rare, qui, dans le fond, si on a deux parents qui ont la maladie d'Alzheimer, on a 70% des risques d'avoir la maladie. Si un des deux parents, 50%. Ça, comment on le sait? Ponction lombaire, prise de sang. C'est à peu près 5 à 7%, ça, des formes de maladie d'Alzheimer. Puis la forme traditionnelle, qui est à peu près 95%, puis qui, elle, peut commencer à 65 ans et plus. Là. Vous avez mentionné les proches aidants. Et c'est important d'en parler. Et là, je vais m'adresser à M. Bérubé, parce que les proches aidants
sont tout aussi affligés par cette maladie que les gens qui portent le gène ou les gens qui développent la maladie. Donc, c'est important de les aider également. Tout à fait. Et donc, en trouvant un remède ou en trouvant juste des solutions pour leur venir en aide, on adresse l'enjeu ou la problématique plus en général. Et donc, la marche, le 26 mai, comment est-ce qu'on peut s'impliquer, comment est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on peut faire pour participer et contribuer à trouver des solutions pour les gens qui sont affligés par la maladie et leurs proches aidants? Alors, c'est simple, on peut aller sur notre site alzheimer.com et puis à ce moment-là, il y a un endroit événements. On clique sur événements, marche pour l'Alzheimer et après ça, on voit la définition de différentes villes, les 3 villes que je parlais en fait tantôt. Et pour la région de Mont-Tremblant, on clique sur Mont-Tremblant. Il y a des équipes qui sont déjà inscrites. On peut s'inscrire en équipe, on peut s'inscrire individuellement et on peut s'inscrire également la journée même de l'événement le 26 mai. Je rappelle que c'est un espace d'à peu près, je dirais, 3 km qu'on va marcher pour l'occasion et le départ se fait à l'espace public cette année. Alors ça, c'est important de le mentionner. Les 2 dernières années, c'était à différents endroits dans Mont-Tremblant, mais cette année, on part de l'espace public et ça peut prendre peut-être 30-45 minutes pour faire la marche. Évidemment, bien, on souhaite que les gens s'inscrivent le plus possible, mais évidemment, on n'est pas nécessairement obligé de s'inscrire. On peut participer à une équipe, dire, OK, ma conjointe a créé une équipe, je vais lui donner des amis. On invite les gens à participer en grand nombre d'une façon ou d'une autre afin qu'on puisse ramasser vraiment le plus de sous possible pour toute la région des Laurentides pour cet événement-là. Madame Cornelis, vous avez mentionné des facteurs d'hygiène et je veux que vous précisiez cela parce que c'est beaucoup plus que simplement se brosser les dents 2 fois par jour. Préciser donc cette notion d'hygiène qui va faire en sorte que nous pourrions retarder le développement de la maladie ou contrer la maladie tout simplement. Bien, c'est sûr qu'on reviendra tantôt parce que tu as parlé de traitement, mais c'est des facteurs de risque de protection, donc on ne peut pas dire à l'heure actuelle, la maladie d'Alzheimer, c'est multifactoriel, c'est pas la forme génétique. Donc, oui, on parle de bonne hygiène de vie, mais parce que je sais que dans certaines régions, on a suspecté le plomb dans l'eau, etc. On n'en est pas là. Là, il faut bien manger, bien s'alimenter, faire de l'exercice. Donc, dans le fond, tout ça, c'est bon pour toutes les maladies. Hygiène, ça veut dire comportement de vie plus que tout simplement se nettoyer. Oui, non, c'est beaucoup plus large que ça. Tout à fait. Puis je veux revenir au niveau pour les traitements. À l'heure actuelle, malheureusement, on n'a pas de traitement en tant que tel. La maladie ne se guérit pas. C'est neurodégénératif. Ce qu'il y a à l'heure actuelle sur le marché de l'emploi, le marché, c'est des médicaments que j'appelle ça une béquille, une troisième béquille. Mais à un moment donné, il y a tellement de pertes que le médicament ne fait plus effet. Et la recherche est sur la prévention parce qu'on sait que plus on peut prévenir la maladie tôt, plus on peut aider les proches aidants aussi, on l'a dit tantôt, à ce qu'ils soient entourés, qu'ils s'épuisent moins, mais aussi ça va continuer à la personne qui a des troubles neurocognitifs de continuer à faire des choses. Puis notre philosophie dans les sociétés Alzheimer, c'est qu'on travaille sur les forces de la faiblesse, les forces de la personne non plus avec leurs faiblesses. Donc c'est sûr que si une personne était une grande cuisinière puis qu'elle est plus capable de faire à manger, on va quand même la faire participer à des activités, même si les carottes ne sont pas coupées correctement, c'est pas grave. Oui. Elle va continuer parce qu'on veut garder stimulant, c'est stimulant. Puis la maladie va l'aider à progresser moins vite. Là. J'ai l'impression que l'Alzheimer, du début du diagnostic, ça peut rapidement devenir comme un cercle vicieux, dans le sens où j'ai l'impression que pour le plus possible, si on veut contrer la progression de la maladie, il faut rester optimiste, il faut rester upbeat. Mais lorsqu'on découvre des symptômes, lorsqu'on voit qu'on a des symptômes qui se développent de plus en plus, on devient pessimiste, on voit que la maladie progresse, on devient plus triste, on s'afflige, on se recreville, on se referme sur nous-mêmes, on devient dépressif. Et donc ça doit accélérer la progression de la maladie encore plus. Et là, on devient plus pessimiste. Donc j'ai l'impression que c'est important d'avoir dans sa vie des proches aidants qui vont être optimistes ou qui vont être capables de faire face de façon courageuse à la maladie pour que la personne se sente pas si pessimiste ou triste et donc tenter de retarder le développement si on veut? Bien, c'est sûr qu'il faut souligner l'apport des proches aidants. Les proches aidants, on l'a vu avec la pandémie, s'ils n'avaient pas été là, ça aurait été encore plus catastrophique. Mais il faut faire la distinction, c'est que
la non-reconnaissance de la maladie est un facteur, ça fait partie de la maladie. Il y a des personnes, quand on reçoit un diagnostic de n'importe quelle maladie, on est dans un processus on accuse le coup. Donc c'est normal qu'on se recroqueville sur nous-mêmes, etc. Plus tôt la maladie est déclarée, plus tôt la personne, des fois, elle va s'en rendre compte, puis ça va lui faire du mal. Mais il y a des personnes qui ne reconnaissent pas qu'elles ont la maladie. Donc je ne peux pas dire que c'est plus facile pour elles, mais dans un sens, vu qu'elles ne reconnaissent pas, on n'a pas de garantie qu'elles souffrent ou qu'elles ne souffrent pas. Mais c'est ça, au niveau des proches aidants, c'est sûr que pour eux, c'est très difficile de voir, on parle d'un deuil blanc, de voir la personne qui n'est plus ce qu'elle était avant. Puis moi, j'ai des proches aidants qui me disent, si je l'avais connue comme ça, je ne l'aurais pas mariée. Je veux parler de ça parce que vous avez dit qui n'est plus ce qu'ils étaient avant. Je trouve que cette tournure de phrase est très, très, très intéressante et très, très importante parce que je suis allé voir une pièce de théâtre d'une couple de semaines et c'était en fait la comédienne qui avait enregistré sa grand-mère, pendant des années au fur et à mesure que l'Alzheimer se développait. Et une chose que cette vieille dame, cette grand-mère a dit qui m'a vraiment marqué, c'est « je perds qui je suis ». Donc, c'est ce pronom relatif-là qu'elle utilise. Vous avez utilisé Q-U'-I-L. Ce qu'il est. Donc, c'est deux trucs différents ou est-ce que c'est la même chose dans le sens, est-ce qu'une personne est définie par ses souvenirs et lorsqu'elle perd ces souvenirs-là, elle perd sa personne, elle perd qui elle est? Bien, dans le fond, une personne qui a des troubles neurocognitifs comme la maladie d'Alzheimer n'est pas définie par la maladie. En arrière, il y a une personne qui est plus vulnérable. Oui, mais elle perd cette personne-là. Mais c'est parce que la personne qui s'en rend compte n'est plus pareille, puis les proches aidants le voient aussi. Donc, dans le fond, une chose... Ça peut être positif aussi. J'ai eu une expérience où une maman, donc c'est sa fille qui est la proche aidante, la maman diagnostic de maladie d'Alzheimer. Puis dans son éducation, la maman, elle, dans le fond, était une éducation où elle ne disait pas « je t'aime » à ses enfants, puis elle n'était pas très maternante. Mais avec la maladie, les barrières tombent et il n'y a plus d'inhibition. Puis la proche aidante nous disait, moi actuellement j'ai la maman que j'ai toujours voulu parce que elle me fait des câlins, elle vient vers moi. Donc les personnes sont différentes dans le sens OK, donc c'est pas juste perdre des souvenirs et perdre la mémoire, c'est avoir un changement de personnalité. Ça fait partie des signes de la maladie aussi, effectivement, oui. Mais c'est ça, la personne est plus comme avant. Donc, tu sais, si c'était une personne qui était coquette, puis que là, avec la maladie, elle a une perte d'intérêt. Elle n'a plus le goût de faire des choses, donc elle va être moins coquette. Plus froide, plus refermée. Donc, c'est ça. C'est vraiment la maladie en tant que telle. Mais la personne est toujours là, puis il y a encore des belles choses à faire avec la personne, là. C'est juste que les choses se font, mais différemment. Dans votre expérience, qu'est-ce qui semble être le plus difficile pour les personnes proches aidantes? Est-ce que c'est de devoir aider avec les activités communes quotidiennes ou c'est ce côté de perdre qui j'ai marié? Perdre la personnalité que j'aimais tant? Qu'est-ce qui semble être plus difficile? Je peux pas dire qu'il y a... Les deux doivent être Les atroces. deux sont difficiles, mais ce que je te dirais à l'heure actuelle, c'est les proches aidants crient après des services. Ils ont besoin de répit, ils ont besoin de services. Puis, effectivement, ça c'est très difficile pour eux, là. Vous vouliez mentionner quelque chose à ce propos, M. Bérubé? Oui, justement, en parlant de services, je peux vous donner quelques chiffres. En 2022-2023, les intervenantes de la Société Alzheimer Laurentides ont effectué 5 265 interventions téléphoniques, 214 rencontres individuelles, 195 rencontres familiales, 12 groupes de soutien, 224 séances en répit dépannage et 2285 répits accompagnement stimulation à domicile. Alors, pour donner tous ces services-là, c'est certain qu'on a besoin de sous et c'est la raison pour laquelle on fait la marche pour l'Alzheimer et gestion de patrimoine. Et cette année, pour la région de Mont-Tremblant, c'est Mme Karine Etier qui est la présidente d'honneur de l'événement. Parle-moi de l'événement. Est-ce que c'est... Parce que c'est un événement pour lever des fonds pour une maladie grave, inquiétante. La situation est inquiétante. Vous l'avez mentionné, on va être 300 000 dans quelques années au Québec affligés par cette maladie. Est-ce que l'atmosphère, est-ce que l'attitude à l'événement, c'est sombre, c'est recueilli, ou est-ce qu'on tente de célébrer la vie des personnes qui sont affligées par cette maladie, puis c'est une marche joviale, heureuse, ou est-ce que c'est plus, comme j'ai dit, sombre? Non, je vous dirais que... C'est entre les deux? Peut-être pas entre les deux, oui, mais par rapport aux 2 dernières années où j'étais là aussi pour la marque, on voit que les gens veulent s'impliquer. Ils savent la gravité de la maladie. Et puis, il n'y a pas rien de triste, si on veut, concernant cette marche-là. Au contraire, on s'encourage, on dit, c'est certain qu'on va aller chercher le plus d'argent possible, mais on voit que les gens veulent participer et puis
faire en sorte d'en parler à d'autres personnes autour d'elle pour pouvoir dire, ben OK, viens marcher avec nous autres, on va avoir du plaisir, il y a des activités qui sont organisées aussi. Alors, je pense que c'est important de voir cette marche-là comme un événement positif pour la Société Alzheimer. Tout à fait. Le système de soutien de ces personnes-là. Une personne affligée, une personne qui a l'Alzheimer a un proche aidant ou 2 ou 3 peut-être, mais c'est important qu'il y ait derrière ces 2, 3 proches aidants-là un système de soutien également. Je pense que quelqu'un m'avait dit puis je me souviens plus si c'était pour l'Alzheimer ou pour une autre maladie, mais pour chaque proche aidant, lui-même doit avoir 3 ou 4 personnes qui sont prêtes à l'aider dans son quotidien avec les enfants, avec le gardiennage, avec l'épicerie. Et donc, c'est comme une pyramide. Nous, on voit la personne qui a l'Alzheimer, mais en dessous, il y a des étages et des étages de personnes qui sont pas obligées, mais qui ont quasiment un devoir de répondre à l'appel et d'aider les personnes et les étages de personnes qui aident la personne qui a l'Alzheimer. Donc, ça afflige tellement de personnes la maladie qu'on ne voit pas. Tout à fait. Puis je dirais qu'on voit un changement de paradigme. On voit énormément... J'ai dit, la majorité des proches aidants sont des femmes aussi. Et il y a de plus en plus de jeunes proches aidants, même des proches aidants adolescents, donc, parce que des proches aidants sur le marché du travail. Donc, c'est sûr que ça leur amène beaucoup plus de difficultés. Conciliation travail-famille, conciliation enfant. Donc, les organismes communautaires, oui, nous, on est la Société Alzheimer. Il y a d'autres organismes communautaires aussi qui œuvrent dans cette belle communauté-là. Et on est là pour les aider, pour leur offrir un filet de sécurité. Puis là, il y a quelques années, je pense 2 ans, une entente avec le ministère, puis l'appui des proches aidants, une entente où dès qu'il y a un diagnostic qui est émis de troubles neurocognitifs, parce qu'il n'y a pas juste la maladie d'Alzheimer, ben, la personne est référée, suivant son code postal, dans les sociétés Alzheimer. Donc nous, ça nous permet de prendre en charge la personne plus rapidement possible, parce qu'on l'a dit tantôt, en 2050, il y aura 144% d'augmentation. Tu parlais de près du double, mais c'est 144% d'augmentation des troubles neurocognitifs parce que la pyramide des âges est inversée. On a beaucoup plus de personnes vieillissantes, puis le vieillissement est le premier facteur de risque. Dernière question pour Madame, puis ensuite je reviens à vous, M. Bérubé. Il y a eu pendant des années et des années, il y a eu pendant toujours, jusqu'à tout récemment, un tabou autour de la santé mentale. On n'en parlait pas. Mais ça, c'était plus du côté dépression, du côté suicide, de ce côté de la santé mentale. Est-ce qu'il y avait un tabou similaire du côté de l'Alzheimer parce que c'était considéré santé mentale? Oui, dans le fond, on est encore dans des tabous actuellement. Donc, dans le fond, on n'utilise plus le terme démence. En anglais, c'est dementia. Ça a été traduit parce que la démence réfère à la sénilité. Mais dans le DSM-5, le manuel diagnostique des troubles mentaux, dans les versions antérieures, ce terme-là était encore utilisé. Mais là, les gens nous disent « Ah, je ne suis pas folle, je fais de la démence. » Mais il y a encore cet amalgame là-bas. Puis, ce qui fait que les gens n'osent pas en parler parce qu'ils préfèrent que ce soit caché. Les plus jeunes générations en parlent, mais il y a c'est encore tabou. On n'en parle pas encore suffisamment. Puis, j'étais la semaine passée avec d'autres sociétés Alzheimer qui ont commencé à aller faire des représentations dans les écoles primaires et pour parler. Puis il y a de plus en plus d'ouvrages qui sont sortis aussi sur papier à l'Alzheimer, puis expliquer aux enfants, aux jeunes générations que la personne n'est pas définie avec la maladie d'Alzheimer. C'est encore une personne, il y a encore des choses à faire. Puis oui, ça va être plus difficile. On va devoir s'adapter parce que c'est les proches aidants qui doivent s'adapter. Les personnes ne peuvent plus s'adapter à nous, elles n'ont plus la capacité. Mais il faut qu'on en parle encore de plus en plus. Là. Y a-t-il des... Parce que je pense à certaines conditions, certaines maladies ou certaines causes pour laquelle c'est facile de trouver un porte-parole. Pour l'Alzheimer, on ne peut pas avoir cette même facilité de trouver un porte-parole que ça, parce que les personnes affligées par l'Alzheimer peuvent commencer à se détériorer rapidement. Puis je trouve que, en fait, ce processus-là de trouver un porte-parole ou ce processus-là d'en parler peut être compliqué par la nature même de la maladie. Bien, dans le fond, il y a une méconnaissance. Il y a encore une méconnaissance de la maladie parce que la personne dit « Ah, maladie d'Alzheimer, il va oublier, puis il ne nous reconnaîtra plus. » C'est pas vrai. On peut mettre des jumeaux identiques. Ils vont évoluer différemment avec la maladie d'Alzheimer. Mais il faut qu'on en parle que oui, ça reste une maladie, mais il y a encore des belles choses à faire là. Il y a encore des belles choses à faire avec les personnes qui ont des troubles neurocognitifs parce qu'elles ne sont pas définies par leur maladie, loin de là. Monsieur Bérubé, quelques détails restants sur la marche
Oui, effectivement, vous parliez justement d'un porte-parole ou d'une porte-parole Exact. au niveau du Québec. C'est la comédienne Anne-Élisabeth Bossé qui est la porte-parole de cette année pour la société, les sociétés, en fait, la Fédération Alzheimer. Et ce que j'aimerais mentionner en terminant, c'est que notre marche du 26 mai, comme je le mentionnais, c'est à l'espace public et le départ se fait à 11 h le matin. Alors, on invite les gens à venir s'inscrire sur place, comme je le mentionnais tantôt, ou sur notre site. Et si vous ne marchez pas, vous pouvez toujours faire un don. Le moindre petit sou est important. Alors, c'est le message que je voulais terminer. Puis le site web, c'est? C'est Alzheimer, www.alzheimer.com. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était très, très, très intense. Puis on espère, on se croise les doigts pour que le plus de personnes possible se présentent et contribuent à la noble cause. Merci beaucoup. Merci. Merci. La MRC des Laurentides a reçu une aide financière du gouvernement du Québec afin d'aller de l'avant avec ses projets d'aménagement au parc Éco-Laurentide situé à Mont-Blanc. Dans le cadre du programme Appel à projet du volet 2 du programme d'aide à la mise en valeur du territoire public, la MRC des Laurentides est fière de se voir attribuer une aide financière de près de 80 000 $ et souhaite remercier la députée de la Belle Chantal Janotte ainsi que la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vizina. Afin de contribuer à la vocation éducative de ce territoire naturel public, la MRC de Laurentides abondera la somme de l'aide financière du même montant afin de démarrer les 3 projets suivants au cours de l'année 2024. Le parc éco-corridor éco-laurentien a le potentiel de devenir un lieu incontournable pour l'éducation environnementale, la sensibilisation à la nature et la préservation de l'environnement dans la région. L'approche philosophique qui a guidé la réflexion de ces projets est profondément enracinée dans la connexion avec la nature. Elle repose sur la conviction que l'apprentissage en plein air, l'exploration de la nature et l'interaction avec l'environnement naturel sont des moyens puissants d'éducation. Il y aura donc création d'une classe nature. La classe nature sera un espace d'apprentissage en plein air à destination du grand public. Elle sera adaptée pour les groupes scolaires afin de prodiguer de l'enseignement en lien avec le milieu naturel. Ces aménagements favoriseront la contemplation, le travail collaboratif, l'observation de la faune et de la flore, la collecte d'échantillons sous supervision et la discussion de groupe. Il y aura aussi un parcours d'hébertisme. Ce parcours offrira aux enfants bien plus que de simples exercices physiques. En plus de favoriser le développement moteur, la coordination et la force physique, cette activité ludique stimulera également des aspects cruciaux de l'apprentissage. En créant un environnement d'apprentissage interactif et stimulant, ce parcours offrira aux enfants une expérience éducative holistique qui contribue ainsi à leur croissance intellectuelle, émotionnelle et sociale. Il y aura également la création d'un sentier thématique éducatif sur les produits forestiers non ligneux. Ce sentier offrira aux visiteurs un parcours lui permettant de découvrir les richesses qui l'entourent. Ce sentier comportera plusieurs avantages, dont l'éducation à la foresterie, la valorisation de la biodiversité, la sensibilisation aux enjeux environnementaux, la promotion de l'exploitation durable des forêts et aussi le renforcement des liens culturels. Rappelons que le programme d'aide à la mise en valeur du territoire public a été lancé en avril 2022 afin d'appuyer la mise en œuvre du plan de mise en valeur du territoire public 2022-2026. Ces 2 initiatives concourent à l'amélioration de la qualité de vie des milieux régionaux par la mise en valeur du territoire public qui permet de soutenir nombre de leurs activités. Le programme est doté d'une enveloppe de 24 millions de $ sur 4 ans pour soutenir différents projets de la part de municipalités, de petites et moyennes entreprises, d'organismes à but non lucratif et de communautés autochtones. Le Comité de sécurité incendie de la MRC des Laurentides annonce l'entrée en vigueur du schéma révisé de couverture des risques en sécurité incendie 2024-2034 de la MRC des Laurentides, ainsi que le renouvellement de l'entente d'assistance mutuelle relative à la protection contre l'incendie, les sinistres et les sauvetages entre Mont-Tremblant, Labelle, Val-des-Lacs et la Régie Incendie des Monts. Le Comité de sécurité incendie de la MRC Laurentides s'est réuni il y a quelques semaines avec les 3 directeurs incendie de la MRC Laurentides. Le comité a tenu à souligner l'arrivée d'Éric Falker, nouveau directeur incendie de la Régie Incendie des Monts. Il rejoint donc Martin Cossette, directeur incendie de la municipalité de Labelle, et Mathieu Darmanin, directeur incendie de la ville de Mont-Tremblant. En juin 2000, le gouvernement du Québec adoptait la loi sur la sécurité incendie qui stipulait que les MRC devaient élaborer un schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Ce schéma prévoit notamment des objectifs de protection contre les incendies et les actions requises pour les atteindre, et ce, en conformité avec les orientations déterminées par le ministère de la Sécurité publique.
Prévention, analyse des risques, inspection, protection du territoire, intervention, de nombreuses responsabilités sont entre les mains des 3 services incendie. Pour cela, 13 casernes sont réparties sur le territoire de la MRC de Laurentides et 228 pompiers et officiers assurent la sécurité d'incendie sur le territoire. Ce personnel essentiel est formé et entraîné pour accomplir son travail adéquatement et de façon sécuritaire. Afin d'atteindre l'objectif de conserver 30 % du territoire québécois d'ici 2030, la MRC des Laurentides a invité ces municipalités à participer à une consultation portant sur la priorisation des milieux naturels qui pourront faire l'objet de mesures de protection ou de conservation. Dans le cadre du mandat conclu avec Éco-Corridor Laurentien concernant la stratégie régionale des aires protégées de la MRC des Laurentides, ce sont 18 municipalités représentées par 36 personnes qui ont participé à la consultation. Cet exercice a permis d'intégrer la connaissance fine des représentants municipaux en ce qui a trait aux milieux naturels à prioriser sur leur territoire. Ceux-ci ont également pu discuter de la vision, des cibles et des stratégies à intégrer au plan nature de la MRC. Cette initiative découle de l'accord Coming Montréal signé lors de la COP 15 en décembre 2022 et annoncé dans le cadre du plan nature du gouvernement du Québec. La MRC de Laurentides collabore avec Éco-Corridor Laurentien et les municipalités afin de se rapprocher de l'objectif de conserver au moins 30 % du territoire de la MRC d'ici 2030. Actuellement, 18 % du territoire de la MRC des Laurentides est protégé, principalement le Parc national du Mont-Tremblant. La création d'aires protégées sur le territoire permettra de faire face à la fois à la crise des changements climatiques et à celle de la perte de la biodiversité. Les participants à cet événement étaient très enthousiastes et participatifs car il s'agit d'un sujet qui interpelle autant d'individus que de municipalités. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TV Ciel. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.